Cette nuit-là, le ciel de Marseille était encore enveloppé d'un léger brouillard de la sécheresse estivale. Le vent venant du large apportait l'odeur salée de la Méditerranée, qui se mélangeait à l'odeur de gazole des chalutiers amarrés. Les lumières de la ville brillaient faiblement, comme réticentes à s'éteindre malgré leur tardive. Au milieu de ce silence, un vieux bateau de pêche semblait avancer péniblement vers le bassin de la Joliette. Sa peinture bleue était écaillée. Le numéro d'immatriculation était effacé, et de l'extérieur, le bateau semblait ordinaire, comme n'importe quel autre chalutier revenant de la mer. Mais cette nuit-là, le destin en avait décidé autrement. Ce bateau détenait un sombre secret. Une équipe de patrouille mixte menait une inspection de routine dans les eaux proches du port. L'un des officiers désigna le chalutier, qui semblait tanguer lentement. Ils s'approchèrent, leurs projecteurs balayant le visage du capitaine, un vieil homme maigre nommé Alain Dubois. Le visage d'Alain était pâle. La sueur perlait à ses tempes malgré la fraîcheur de la nuit. Son regard était agité. Sa voix bafouilla lorsqu'il répondit aux questions des agents. Il dit qu'il transportait seulement du poisson congelé, qui devait être déchargé rapidement pour ne pas s'abîmer. Ses paroles résonnaient comme une supplique, comme s'il voulait qu'on le laisse passer au plus vite. Cependant, la longue expérience des agents leur fit comprendre que quelque chose clochait. Alain semblait bien trop nerveux. Un officier supérieur fit signe d'ouvrir la cale du bateau. Alain paniqua immédiatement. Il tenta de s'interposer, suppliant qu'on n'ouvre pas la cargaison sous prétexte que le poisson pourrait pourrir. Mais la décision était prise. L'inspection devait avoir lieu. 2 membres de la patrouille montèrent sur le pont, tirèrent sur un levier en fer rouillé, puis soulevèrent lentement la trappe métallique qui fermait hermétiquement l'accès. Un instant plus tard, un air glacial s'échappa, mordant la peau. Mais ce n'est pas cela qui figea tout le monde sur place. De l'intérieur de l'espace sombre, une odeur pénétrante, inconnue, lourde et suffocante, envahit l'air. Ce n'était pas l'odeur du poisson. C'était l'odeur de la mort. Les lampes torchées furent allumées. La lumière blanche transperça la brume froide à l'intérieur de la cale et là, apparut une scène que personne présent cette nuit-là n'oublierait jamais. 49 corps humains gisaient, rigides, empilés les uns sur les autres. Les visages étaient livides. Certains yeux étaient fermés, d'autres mi-clos, comme s'ils avaient voulu crier une dernière fois sans en avoir le temps. Leur corps était maigre. Des vêtements fins collaient à leur peau bleuie par le froid. Plusieurs agents portèrent aussitôt la main à leur bouche pour réprimer une nausée. D'autres restèrent figés, les mains tremblant de manière incontrôlable. L'atmosphère devint soudainement silencieuse. Seul le bruit de l'eau du port clapotant doucement se faisait entendre, comme s'il pleurait lui aussi la tragédie qui venait d'être découverte. Cette nuit-là, le bassin de la Joliette n'était plus un simple lieu d'amarrage. Il devenait le témoin muet de l'une des tragédies de la traite des êtres humains les plus effroyables en France. Ce n'était plus une simple patrouille de routine, mais le début d'une enquête majeure qui allait révéler un réseau criminel transnational. Les agents donnèrent immédiatement le signal d'urgence, le bateau fut mis à l'ancre, et la nouvelle fut transmise au quartier général en quelques minutes. Derrière les visages impassibles des agents, il y avait une colère et une douleur difficiles à exprimer par des mots. Qui étaient-ils? Ces 49 âmes qui gisaient maintenant sans souffle dans la cale congelée d'un chalutier. D'où venaient-ils et comment s'étaient-ils retrouvés piégés dans ce voyage mortel? La question flottait dans l'air, lourde comme le brouillard nocturne qui couvrait le ciel de Marseille. Aucune réponse pour le moment. Seul le silence enveloppait le port. La découverte du bateau mystérieux. L'équipe de la police technique et scientifique, fut appelée immédiatement. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent, visage grave, transportant des housses mortuaires, des gants et du matériel photographique. L'odeur salée du port se mélangeait à l'arôme âcre provenant de la cale du bateau. L'air semblait s'épaissir, obligeant quiconque se trouvait sur le quai à prendre de courtes inspirations. Un par un, les corps furent sortis et déposés sur des draps blancs étendus sur le sol du quai. 49 âmes, désormais silencieuses, ne respirant plus. Leurs visages étaient jeunes. Certains ressemblaient à des étudiants qui commençaient à peine leur vie. Des vêtements simples, des t-shirts fins, des pantalons bon marché, des sandales usées devenaient les derniers témoins de leur voyage. Un médecin légiste s'accroupit, examinant les corps avec une petite lampe. Beaucoup de corps étaient extrêmement maigres, signe de malnutrition. Il y avait d'anciens hématomes sur plusieurs parties. Peut-être des coups. Son collègue hocha la tête sombrement. Il savait que le froid de la cale n'était que la fin. Avant cela, ces jeunes gens avaient déjà longuement souffert. Le déclic des appareils photo résonnait bruyamment. Dans le silence,
certains jeunes agents choisirent de détourner le regard, incapables de soutenir la vue. D'autres s'essuyèrent discrètement les yeux, tentant de cacher les larmes qui montaient. Dans un coin du quai, une femme d'une 50aine d'années, nommée Cécile Laurent, arriva en hâte. Elle avait entendu dire que de nombreux corps avaient été retrouvés. Les yeux embués de larmes, elle regarda les draps blancs un par un. Puis, soudain, elle éclata en sanglots étouffés. « Ce t-shirt ressemble à celui de mon fils. » Sa voix se brisa, son corps vacilla, soutenu par une voisine. Il n'y avait aucune certitude, mais la peur d'une mère suffisait à ajouter à la douleur ambiante. Pendant ce temps, Alain Dubois était assis, menotté, sur une chaise en métal. C'était un vieux pêcheur d'un petit village de la Côte Bleue. Depuis longtemps, il était criblé de dettes auprès d'un usurier. Lorsqu'on lui avait proposé un travail pour transporter une cargaison congelée en échange de 500 €, il n'avait pas réfléchi longtemps. Mais maintenant, son visage était livide, son corps tremblait. « Je ne savais pas. Je vous jure, on m'a juste dit de transporter ça, » dit-il d'une voix tremblante. Mais la sueur froide qui ne cessait de couler et son regard qui n'osait pas fixer les enquêteurs montraient qu'il cachait plus que de la simple ignorance. Le quai de la Joliette, cette nuit-là, s'était transformé en morgue à ciel ouvert, sous les lumières jaunes qui se reflétaient sur l'eau calme du port. On n'entendait que les sanglots occasionnels des familles qui commençaient à arriver après que la nouvelle se soit répandue. Au milieu de tout cela, une petite découverte devint une lueur d'espoir. De la poche d'une des victimes, un enquêteur trouva un petit sachet plastique transparent contenant un bout de papier. Une fois déplié, il s'agissait d'un simple contrat de travail avec un logo flou, Étoile brillante internationale. Le contenu était rempli de promesses d'emploi comme chanteur, danseur ou travailleur du spectacle à l'étranger. Musique gros salaire, logement gratuit, mais sans adresse claire. Les enquêteurs échangèrent un regard. Ce morceau de papier chiffonné était peut-être la seule clé pour retrouver qui était derrière cette tragédie. Cette nuit-là, tous les présents savaient une chose. Cet événement n'était pas la fin, mais le début d'un long voyage. Une course contre la montre pour découvrir la vérité derrière les sombres ombres de la traite des êtres humains. Et c'est ici que l'histoire commença, sur le port de la Joliette, à Marseille, avec 49 femmes qui ne respiraient plus, mais qui laissaient un message auquel devaient répondre ceux qui étaient encore en vie. La cale ouverte, le secret révélé. Le jour se levait à peine sur Marseille. Le soleil émergeait lentement derrière les nuages fins. Ses rayons tombaient sur la surface de la mer qui scintillait. Pourtant, l'atmosphère sur le port de la Joliette restait sombre. Un ruban jaune entourait le vieux chalutier, indiquant que l'endroit était désormais une scène de crime majeur. Quelques agents s'affairaient encore à l'enregistrement. La Pointe continuait son travail. Tandis que les habitants se tenaient à distance, chuchotant avec crainte. Dans une petite pièce du port, Alain Dubois était assis, les deux mains liées. Visage pâle, yeux gonflés, respiration irrégulière. Il venait de passer une longue nuit, pleine de cris, de questions et de lumières aveuglantes. Face à lui était assis le commandant Antoine Fournier, un officier au regard perçant qui dirigeait l'enquête depuis le début. Fournier fixa Alain un long moment puis dit d'une voix basse mais pleine d'autorité. « Alain, si votre cargaison n'était que du poisson congelé, pourquoi étiez-vous si terrifié quand la cale a été ouverte ?» Alain se mordit la lèvre. Il baissa la tête, n'osant pas croiser le regard de l'officier. Sa voix tremblait. « Je ne suis qu'un pêcheur, commandant. Je ne sais rien. On m'a juste dit de prendre le bateau. » Fournier tapota du doigt sur la table. « Vous avez déjà dit ça plusieurs fois. Mais comment 49 personnes peuvent-elles se retrouver mortes dans le bateau que vous pilotiez ? Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez dire « je ne sais pas ». Alain resta silencieux. Des sueurs froides coulaient de ses tempes. Il tenta de prendre une profonde inspiration, mais sa poitrine était serrée. Finalement, il dit à voix basse, « Il y a un homme qui est venu dans mon village, sur les îles du Frioul. Il a dit qu'il fallait juste livrer une cargaison congelée. On m'a promis 500 €. J'avais besoin d'argent pour payer mes dettes. » Fournier se pencha en avant. Qui était cet homme ? Il secoua la tête comme pour refuser de se souvenir. « Je ne le connais pas. » Son visage m'était étranger, sa voix était grave. Son accent ressemblait à un accent corse ou peut-être marseillais. Je ne suis pas sûr. Il a juste dit d'amener le bateau jusqu'à certaines eaux. Quelqu'un d'autre prendrait le relais. C'est tout. L'atmosphère de la pièce devint tendue. Plusieurs enquêteurs échangèrent des regards. La réponse d'Alain ressemblait à une demi-vérité. Fournier décida de creuser davantage.
Il sortit le sachet plastique contenant le morceau de papier trouvé dans la poche d'une des victimes. Le contrat avec l'inscription « Étoile brillante internationale ». Il le posa devant Alain. « Avez-vous déjà vu ça ?» Alain leva lentement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément, puis il détourna rapidement le regard. « Non, je ne sais pas. Je ne suis qu'un pêcheur. » Sa voix était de plus en plus faible. Fournier Superior Longmont. Il savait que le vieil homme en face de lui n'était probablement qu'un petit pion dans un grand jeu. Mais ce pion détenait tout de même la clé pour remonter aux joueurs plus importants. Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, l'extérieur devenait de plus en plus agité. La nouvelle de la découverte de 49 cadavres s'était répandue rapidement dans tout Marseille. Des dizaines de familles affluaient vers le port. Certaines apportaient des photos d'enfants. D'autres venaient simplement avec le mince espoir d'obtenir des nouvelles. Les cris, les pleurs et les prières se mélangeaient. Les agents tentaient de calmer la foule, mais l'anxiété ne pouvait être contenue. Parmi la foule, Madame Laurent se tenait debout, le visage pâle. Elle serrait fort la photo de son fils, André, qui était parti quelques mois plus tôt en disant qu'il allait travailler à Dubaï. Depuis, elle n'avait plus jamais eu de nouvelles. La nuit dernière, en entendant la nouvelle, son cœur avait immédiatement tremblé. Maintenant, elle se tenait parmi les draps blancs qui recouvraient les corps rigides. Sa main tremblait en soulevant un à un les draps couvrant les visages, cherchant une possibilité. Chaque fois qu'elle voyait un visage qui n'était pas celui d'André, elle était soulagée et en même temps de plus en plus anéantie. Ses larmes coulaient sans cesse. Dans la salle d'interrogatoire, Fournier regarda à nouveau Alain. Il tenta une approche différente. « Alain, je suis aussi fils de pêcheur. Mon père naviguait sur cette mer. Je sais combien la vie est dure. Mais je sais aussi qu'en tant que marin, on ne doit pas fermer les yeux s'il y a quelque chose d'anormal. Si vous ne parlez pas maintenant, vous ne ferez que sombrer avec eux dans leurs péchés. » Ces mots firent baisser la tête à Alain encore plus bas. Ses épaules tremblaient. Il couvrit son visage de ses deux mains. On entendit un sanglot étouffé. « Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je voulais juste payer mes dettes. Je ne pensais pas que la cargaison, c'était des humains. Je pensais que c'était juste du poisson. Mais quand j'ai vu la porte de la cale, j'ai eu des doutes. Ils m'ont demandé de ne rien ouvrir. J'avais peur. Mais je ne pouvais pas refuser. » Fournier observate attentivement. Il savait qu'Alain commençait à entr'ouvrir une petite brèche. D'une voix calme, il poursuivit. « Vous avez dit qu'il y avait un homme à la voix grave. Rappelez-vous bien. Vous a-t-il donné un numéro de téléphone ou un signe quelconque ?» Alain se mordit la lèvre, réfléchissant intensément. Puis, lentement, il hocha la tête. « Il m'a donné un petit papier avec un numéro. Il a dit que s'il y avait un problème, je devais appeler ce numéro. Mais le papier a disparu, je ne sais où. » Les enquêteurs prirent immédiatement note de ce détail. Pour eux, un numéro de téléphone pouvait être une porte d'entrée importante. Même si Alain semblait être un pêcheur piégé par les circonstances, ces maigres informations pouvaient relier les points encore manquants. Dehors, le soleil montait. Les journalistes commençaient à arriver avec leurs caméras. Ils tentaient de filmer chaque coin du port. Les agents installèrent des barrières de sécurité pour éviter que la situation ne devienne chaotique. Mais derrière toute cette agitation, une chose était claire. Cette affaire était bien plus grande qu'un simple vieux pêcheur transportant un vieux bateau. Il y avait un réseau organisé qui travaillait dans l'ombre. Le commandant Fournier ferma temporairement le dossier puis se leva. Il regarda Alain qui sanglotait toujours. « Je vais vous laisser. Mais souvenez-vous, chaque petit détail peut sauver la vie d'autres personnes. Si vous êtes vraiment un pêcheur qui ne savait rien, alors prouvez-le en nous aidant. » Alain ne fit que baisser la tête. Des larmes tombaient sur le sol. Ce jour-là, Marseille n'était plus la même. Le port de la Joliette, habituellement bruyant des rires des pêcheurs, était devenu un lieu de deuil et d'interrogation. 49 corps rigides attendaient d'être identifiés. Des familles attendaient des nouvelles et les autorités se préparaient à ouvrir la porte d'une enquête majeure. Dans cette pièce, le commandant Fournier réalisa que c'était le début d'un long voyage qui mettrait à l'épreuve leur courage, leur cœur et leur humanité. Le quai devient un témoin muet. Un léger brouillard flottait encore au-dessus du port lorsque la cale du vieux bateau fut enfin grande ouverte. L'odeur pestilentielle saisit immédiatement tous ceux qui se trouvaient sur le pont. L'odeur était si épaisse, piquant le nez, donnant la nausée et serrant la poitrine. Un jeune agent couvrit spontanément sa bouche de ses deux mains, tandis que d'autres reculaient de quelques pas, le visage pâle.
Ils savaient que ce qu'ils allaient voir n'était pas une scène ordinaire. Les lampes torchées furent allumées. La lumière blanche transperça l'obscurité à l'intérieur de la cale et là, s'étendait une réalité qui semblait arrêter le temps. 49 corps humains gisaient rigides, s'empilant les uns sur les autres comme des objets sans vie. Certains étaient allongés sur le dos, les yeux mi-clos. D'autres étaient recroquevillés, les mains encore serrées, comme s'ils s'étaient battus jusqu'à leur dernier souffle. Les corps étaient maigres, la peau bleuie, les vêtements fins collés au corps. Aucun signe de vie, seulement un silence pesant. L'agent senior, qui avait le premier éclairé la cale, ne put que rester figé. Sa main tremblait, son souffle était court, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Au cours de sa longue carrière en mer, il avait souvent vu des corps de victimes de noyade. Mais c'était différent. Le nombre était si élevé et tous étaient si jeunes. Il ferma les yeux un instant, essayant de contenir ses émotions, mais un murmure s'échappa de ses lèvres. « Mon Dieu !» Sur le quai, la nouvelle se propagea rapidement. Quelques habitants qui avaient entendu la rumeur se rassemblèrent à distance. Ils n'étaient pas autorisés à s'approcher. Mais les chuchotements circulaient déjà. Le bateau ne transportait pas du poisson, mais des humains. Des humains qui ne respiraient plus. L'atmosphère du port, habituellement animée par les cris des pêcheurs, se transforma en un océan de silence. Les agents se mirent rapidement en mouvement. Ils appelèrent l'équipe médicale, préparèrent les housses mortuaires et documentèrent chaque détail. Un par un, les corps furent extraits de la chambre froide. Le mouvement était effectué avec une extrême précaution. Comme s'ils étaient encore vivants et devaient être traités avec respect. Chaque corps fut déposé sur un drap blanc étendu sur le sol du quai. Le vent du matin soufflait, faisant légèrement vibrer le tissu, comme s'il participait au deuil. Les jeunes visages furent exposés sous la lumière jaune des lampadaires. Certains ressemblaient à des adolescents à peine sortis de l'école. D'autres à des étudiants qui commençaient tout juste leur avenir. Certains portaient des t-shirts fins avec des motifs délavés. D'autres n'avaient que des sandales en plastique. La scène serrait le cœur de quiconque la regardait. Ils n'étaient pas seulement des chiffres, ils étaient des enfants, des frères, des sœurs, des amis qui avaient des rêves. Le médecin légiste qui faisait partie de l'équipe s'accroupit pour examiner le premier corps. Ses mains étaient gantées de latex. Il dirigea sa petite lampe vers le visage de la victime. Beaucoup montraient des signes de malnutrition sévère. Les pommettes saillantes, le ventre creusé et la peau couverte d'hématomes. Certaines blessures semblaient anciennes. Peut-être le résultat de coups ou de traitements brutaux. Le légiste murmura doucement à son collègue. Ils ont été torturés bien avant de mourir dans la chambre froide. Cette phrase résonna comme un lourd marteau frappant le cœur des enquêteurs. Les clics des appareils photos se répétèrent. Chaque corps fut photographié, chaque détail noté. Un numéro fut attribué à chaque corps pour identification ultérieure. Mais derrière ce processus, beaucoup d'yeux étaient rougis, retenant leurs larmes. Un jeune policier s'essuya discrètement la joue en voyant une victime qui semblait avoir le même âge que sa petite sœur. Sur le côté du quai, Madame Laurent se tenait toujours, le corps tremblant. Elle regardait chaque corps sorti avec un cœur battant. En voyant un t-shirt usé de couleur bleu clair, elle éclata en sanglots. C'est similaire au t-shirt que portait souvent mon fils, André. Ses pleurs éclatèrent, son corps vacilla. La voisine qui l'accompagnait la rattrapa précipitamment. Il n'y avait aucune certitude que ce soit son fils, mais la peur d'une mère suffisait à briser sa force. Sur le pont du bateau, Alain Dubois était assis, le visage baissé. Ses mains étaient liées, son corps tremblait violemment. De loin, il entendait les pleurs des familles des victimes, les clics des appareils photos et les cris des agents affairés. Tous ces bruits étaient comme des couteaux qui lui transperçaient les oreilles. Dans son cœur, il savait depuis le début que quelque chose n'allait pas. Mais il avait fermé les yeux, choisissant d'accepter l'argent pour payer ses dettes. Maintenant, tout son silence s'était transformé en un péché grave. Le commandant Antoine Fournier, qui dirigeait sur le terrain, regardait la scène le cœur serré. Il se tenait au milieu des rangées de draps blancs qui couvraient 49 jeunes corps. Le vent du matin balayait son visage, apportant l'odeur salée du porc mêlée à l'odeur de la mort. Il serra les poings. Dans son cœur, il fit une promesse, cette tragédie ne doit pas s'arrêter là. Il y aura une enquête, il y aura la justice. Le soleil se leva lentement. Ses rayons illuminaient le quai qui s'était transformé en morgue à ciel ouvert. Des dizaines de personnes se tenaient en silence. Certains priaient à voix basse. D'autres regardaient dans le vide. D'autres encore se tenaient la main, cherchant du réconfort. Chaque visage de victime était un miroir de la douleur.
Chaque corps gelé était un signe de l'obscurité de la traite des êtres humains. Ce matin-là, Marseille entra dans l'histoire sombre. 49 âmes gisaient sans souffle. Mais leur histoire n'était pas terminée. De la chambre froide de ce vieux bateau, un grand secret venait d'être révélé. Un secret qui allait entraîner de nombreux noms, ouvrir un réseau transnational et exiger le courage de découvrir la vérité. Le commandant Fournier savait que le chemin à parcourir serait long et plein de dangers. Mais il savait aussi que tout devait commencer ici. Sur le quai de la Joliette, témoin muet d'une tragédie humaine. La trace du faux contrat de travail. Le soleil était déjà haut lorsque l'équipe médico-légale travaillait sans relâche sur le quai du port de la Joliette. Des dizaines de housses mortuaires noires étaient alignées sous une tente d'urgence. L'odeur piquante était toujours présente, bien que les agents aient pulvérisé du désinfectant. L'atmosphère était silencieuse, rompue seulement par la voix d'un médecin légiste donnant des instructions ou le bruit d'un appareil photo immortalisant chaque détail. Chaque housse était ouverte, le corps examiné, puis ses caractéristiques notées. Taille, forme du visage, cicatrices, jusqu'aux vêtements portés. Le médecin légiste, le docteur Henri Duval, était accroupi à côté d'une des victimes. Avec une petite lampe torche, il examinait un bras couvert d'hématomes. « Ce ne sont pas des blessures récentes, » dit-il à voix basse. Les bleus sont anciens, comme s'il avait été frappé à plusieurs reprises. Son collègue hocha la tête d'un air sombre. Ils ne sont pas seulement morts de froid. Ils ont été torturés avant même d'entrer dans la chambre froide. Ces mots rendirent l'atmosphère encore plus lourde. Plusieurs jeunes agents détournèrent le regard, incapables de regarder trop longtemps. Certains se tournèrent, d'autres s'essuyèrent discrètement les yeux. Ils savaient que leur devoir exigeait de la fermeté. Mais le cœur humain ne peut pas mentir. Regarder ces jeunes visages maintenant rigides était poignant pour n'importe qui. De l'autre côté du quai, les familles des victimes commençaient à arriver. Elles apportaient des photos, des cartes d'identité, et même des vêtements que leurs proches avaient portés. Le visage anxieux, elles attendaient leur tour pour voir, espérant une certitude, même amère. Les pleurs éclataient dans plusieurs coins. Un père s'effondra en voyant un bracelet que sa fille portait toujours. Une mère cria hystériquement en reconnaissant le jean usé de son fils. Parmi eux se trouvait Madame Laurent. La femme d'âge mûr se tenait debout, le corps chancelant. Dans sa main, elle tenait une photo de son fils, André, qui était parti il y a quelques mois pour Dubaï. André avait quitté la maison avec la promesse de travailler dans un restaurant et d'envoyer de l'argent pour aider la famille. Mais depuis, aucune nouvelle. Son téléphone était injoignable. Les messages restaient sans réponse. Le cœur d'une mère sentait que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, la nouvelle des 49 corps faisait s'effondrer le monde de Madame Laurent. D'un pas tremblant, elle s'approcha de la rangée de draps blancs couvrant les corps. Les légistes autorisaient les familles à voir, une par une. Lorsque le premier drap fut soulevé, Madame Laurent porta la main à sa bouche. Ses larmes coulèrent abondamment. Ce n'était pas André. Le deuxième drap fut soulevé. Puis le troisième. Son cœur se brisait un peu plus. Jusqu'au quatrième drap, ses yeux se figèrent. Un t-shirt usé de couleur bleu clair avec un motif délavé était clairement visible. C'était le t-shirt qu'André portait souvent lorsqu'il aidait son père à la maison. Les pleurs de Madame Laurent éclatèrent, son corps vacilla, presque à terre. Sa voisine la rattrapa précipitamment. « C'est mon fils », cria-t-elle d'une voix rauque. « C'est André. » Les agents tentèrent de la calmer, lui demandant d'attendre les résultats officiels de l'identification. Mais les larmes d'une mère ne pouvaient être contenues. Pour elle, ce t-shirt usé suffisait à confirmer sa perte. Le commandant Antoine Fournier, qui se trouvait non loin, s'approcha rapidement. Il s'inclina respectueusement devant Madame Laurent, essayant de lui donner de la force. « Madame, nous allons confirmer avec les tests ADN et les données officielles. S'il vous plaît, soyez forte. » La voix de Fournier était douce, mais ses yeux brillaient aussi. Il savait que la douleur de perdre un enfant n'était pas quelque chose qui pouvait être consolé par des mots. Pendant ce temps, le docteur Duval poursuivait son examen. Sur les 49 corps, la plupart montraient des signes de violence. Il y avait des marques de liens au poignet, des contusions, certains avaient les doigts cassés comme s'ils avaient tenté de résister. Note après note était écrite, devenant la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident en mer. C'était un crime planifié. La nouvelle se propageait de plus en plus vite dans toute la ville. Les journalistes remplissaient le port. Les caméras de télévision filmaient chaque coin. Les microphones étaient tendus vers les familles en pleurs.
Mais les agents fermèrent rapidement l'accès, donnant de l'espace au processus d'identification. Ils savaient que cette tragédie ne devait pas devenir un spectacle. Dans une petite pièce non loin du quai, Alain Dubois était toujours assis, le visage sombre. De derrière la fenêtre, il entendait les pleurs et les cris des familles des victimes. Son cœur se brisa encore plus. Il réalisait pleinement que sa décision d'accepter l'offre de transporter la cargaison le précipitait maintenant dans un abîme de culpabilité. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule image. Les visages des jeunes gens morts dans le bateau qu'il conduisait. Le soir commençait à tomber. Le soleil déclinait lentement. Le ciel de Marseille vira à l'orange. Mais l'atmosphère du quai restait sombre. 49 housses mortuaires gisaient toujours, attendant leur tour d'être transportées à l'hôpital. Les familles des victimes, pour certaines, restaient, refusant de partir avant d'avoir une certitude. Les agents se relayaient pour assurer que le processus se déroule dans l'ordre. Le commandant Fournier se tenait au bord du quai, regardant l'eau du port qui ondulait légèrement. Le vent du soir apportait une odeur salée mêlée à l'odeur de mort qui persistait. Il prit une profonde inspiration. Dans son cœur, il murmura « Ce n'est pas seulement une tragédie, c'est un appel. Il y a un réseau obscur à démanteler. Il y a des vies à sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, les lumières du port éclairaient la tente d'urgence encore remplie de tristesse. Marseille devenait le témoin d'un deuil profond. Et c'est de là aussi qu'une enquête majeure allait commencer. Les enquêteurs savaient que derrière chaque corps qui gisait, il y avait une histoire à découvrir. Il y avait une justice à rendre. Réunion d'urgence à Paris. La nuit tombait lentement sur Marseille. Les lumières du port se reflétaient sur la surface du Rhône qui clapotait calmement. Mais à l'intérieur de la salle d'interrogatoire, l'atmosphère n'était pas du tout calme. Là était assis Alain Dubois, les mains liées, le visage las et les yeux gonflés. Il avait traversé une longue journée, pleine de questions et de pression. Le commandant Antoine Fournier était assis en face de lui, fixant intensément le visage du vieux pêcheur. Fournier ne voyait pas seulement un homme piégé par les dettes, mais aussi quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le disait. Il ouvrit le dossier devant lui, posa le sachet plastique transparent sur la table. C'est ce que nous avons trouvé dans la poche d'une des victimes. Alain se tourna, ses yeux s'agrandirent immédiatement. À l'intérieur du plastique, il y avait un simple contrat de travail, le papier était chiffonné, l'encre faible, avec un logo écrit « Étoile brillante internationale ». La promesse était claire, gros salaire, logement gratuit, travail de chanteur et de danseur à l'étranger. Mais il n'y avait pas d'adresse, pas de bureau clair, seulement une signature floue qui semblait falsifiée. Alain baissa la tête, ses lèvres tremblaient. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais seul un soupir s'échappa. Fournier rapprocha son corps, dit d'une voix ferme mais basse « Vous prétendez avoir seulement été engagé pour transporter une cargaison. Mais regardez ça, Alain. Ces gens n'étaient pas du poisson. C'étaient des humains trompés par de fausses promesses. Vous n'êtes peut-être pas le cerveau, mais vous faites partie de la chaîne qui a tué 49 âmes. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Alain. « Je ne savais pas, commandant. Vraiment, je ne savais pas. On m'a juste offert un travail. Je pensais que la cargaison était vraiment du poisson congelé. J'avais besoin d'argent. Mes dettes s'accumulaient. Ma femme et mes enfants doivent manger. » Sa voix se brisa, pleine de désespoir. Fournier le regarda longuement, puis posa sa main sur la table. « Alain, je crois que vous n'êtes pas le cerveau derrière tout ça. Mais vous savez quelque chose. La personne qui vous a donné ce travail fait sûrement partie du réseau. Qui est-ce? Avez-vous son nom, son numéro, son visage, n'importe quoi ?» Alain secoua la tête, son visage se crispant. Il ferma les yeux fermement. « Je ne connais pas son nom. Il est venu la nuit dans mon village, sur les îles du Frioul. Il a dit, c'est juste pour un court trajet, juste pour livrer la cargaison près de la frontière. Un autre bateau prendra le relais. On m'a donné une avance. J'avais trop peur pour refuser. » Fournier serra le poing sous la table. Il savait qu'Alain retenait encore quelque chose, mais forçait trop durement à ce moment-là pour pousser le vieil homme à se refermer. Il fit signe à un autre enquêteur de faire une pause. Pendant ce temps, dans la salle de médecine légale, le docteur Duval et son équipe examinaient toujours les corps. Sur l'un des corps, ils trouvèrent à nouveau quelque chose. Cette fois, ce n'était pas seulement un contrat, mais une petite note avec un numéro de téléphone écrit à la main. Le numéro était gribouillé, comme si la victime l'avait gardé à la hâte. La découverte fut immédiatement apportée dans la salle où se trouvait Fournier. Dès qu'il vit la note, les yeux d'Alain devinrent immédiatement agités.
Fournier capta cette réaction. « Alors, vous connaissez ce numéro ?» Alain couvrit son visage de ses deux mains. Ses pleurs éclatèrent. Il murmura faiblement, « Oui, c'est le numéro qu'on m'a donné. Le numéro de l'homme qui m'a demandé de prendre le bateau. » La pièce devint silencieuse. Les enquêteurs échangèrent un regard. Le numéro de téléphone était une porte. À partir de là, ils pourraient retrouver qui se tenait réellement derrière ce réseau. Fournier saisit la note puis dit fermement, « Bien, Alain. Si vous voulez racheter votre faute, vous devez coopérer. Nous allons tracer ce numéro. Mais souvenez-vous, chaque seconde que vous cachez, c'est peut-être d'autres vies qui sont en jeu. » Alain hocha lentement la tête. Bien que son visage soit encore couvert de larmes. Il savait que le chemin du retour était fermé. Ce qui restait, c'était une petite chance de réparer un peu de la grande erreur qu'il avait commise. À l'extérieur de la salle, l'atmosphère du quai restait sombre. Les familles des victimes attendaient toujours des nouvelles de l'identification. La tente d'urgence était remplie de pleurs, de prières et de visages désespérés. Madame Laurent était toujours assise sur une chaise en bois, serrant fort la photo de son fils. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré toute la journée. Elle n'avait pas encore reçu de confirmation, mais son cœur savait déjà qu'André ne reviendrait jamais. Cette nuit-là, un rapport d'urgence fut immédiatement rédigé. Il contenait les premiers résultats médico-légaux, la découverte du faux contrat des Étoiles brillantes internationales, ainsi que les informations cruciales d'Alain Dubois. Tout ce rapport fut envoyé directement à Paris, au quartier général de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ. Le commandant Fournier se tenait au bord du quai, regardant vers le fleuve sombre. Les lumières de la ville brillaient au loin, mais son cœur restait lourd. Il savait que cette nuit n'était que le début. Derrière le contrat chiffonné et le numéro de téléphone vague se cachait un réseau obscur bien plus grand. Un réseau qui n'hésitait pas à sacrifier des vies pour le profit. Fournier serra les poings. Dans son cœur, il fit le serment de tout découvrir, même s'il devait y risquer sa vie. La trace numérique révélée. Le rapport d'urgence de Marseille arriva, à Paris aux premières heures du matin. Sur l'écran du projecteur dans le bâtiment de la DCPJ, des photos horribles du quai de la Joliette étaient affichées. Des dizaines de jeunes corps gisants, rigides. Certains portaient encore des vêtements simples. D'autres n'avaient que des sandales fines. À côté des photos des corps, était affiché le contrat chiffonné portant l'inscription « Étoiles brillantes internationales ». La salle de réunion était remplie de hauts gradés aux visages tendus. L'atmosphère était silencieuse, seul le bruit du ventilateur de refroidissement se faisait entendre. Le commandant Antoine Fournier se tenait à l'avant de la salle, venant juste d'arriver de Marseille, les yeux encore rouges de manque de sommeil. Il regarda un par un les participants puis dit d'une voix lourde, « Collègues, ce n'est pas un simple accident en mer. C'est la preuve tangible qu'un réseau de traite des êtres humains opère de manière organisée et cruelle. 49 jeunes âmes sont mortes congelées dans un bateau. Elles ne doivent pas être considérées comme des chiffres. Elles doivent obtenir justice. » Les mots de Fournier résonnèrent. Les officiers échangèrent des regards sombres. Fournier leva ensuite le contrat chiffonné trouvé dans la poche de la victime. « Regardez ça. Promesse de travail à l'étranger, gros salaire, logement gratuit. Mais aucune adresse claire. Seulement le nom d'une entreprise fantôme. Étoiles brillantes internationales. C'est par là que nous commençons. » Après cela, il donna des instructions. Premièrement, chaque victime devait être identifiée le plus rapidement possible pour que leur famille n'attende pas dans l'incertitude. Deuxièmement, les déclarations d'Alain Dubois devaient être creusées. Troisièmement, l'équipe de cybercriminalité devait immédiatement rechercher qui était réellement derrière cette entreprise fantôme. Peu de temps après, l'équipe de cybercriminalité commença à travailler. Dans une salle remplie d'écrans de contrôle, de jeunes analystes regardaient des lignes de code et des sites suspects. À l'écran apparurent des offres d'emploi au design flashy. Travail facile à Dubaï, salaire élevé, logement gratuit, des photos glamour étaient affichées pour attirer les victimes potentielles. Pour le profane, ces annonces semblaient convaincantes. Mais pour l'équipe de cybercriminalité, tout cela était un piège. Ils tracèrent le code derrière le site. Des séries d'adresses IP apparurent. La trace numérique qui ne pouvait pas mentir. Certaines publications provenaient bien de l'étranger, principalement de Dubaï. Mais il y avait un autre schéma qui donnait la chair de poule. Certaines adresses IP provenaient en fait de Marseille et des quartiers nord. Cela signifiait que le réseau n'opérait pas seulement de l'autre côté, mais avait aussi planté ses racines sur le territoire national.
Un analyste nommé Damien murmura doucement. Donc, ils ne se contentent pas de tromper de loin, ils ont des gens sur place. Ils recrutent directement dans les quartiers. Sa voix rendit la salle encore plus tendue. Tous se tournèrent vers l'écran, qui affichait la série d'adresses IP de Marseille. Fournier, qui observait depuis le début, tapota du doigt sur la table. S'il est vrai qu'ils sont déjà installés à Marseille et dans les quartiers nord, alors nous n'avons pas beaucoup de temps. Chaque jour, il peut y avoir de nouvelles victimes. Nous devons agir vite. Pendant que l'équipe de cybercriminalité poursuivait ses recherches, les enquêteurs de terrain commencèrent à examiner les traces de virements bancaires. Depuis les comptes des victimes, plusieurs transactions suspectes apparurent. Il y avait des dépôts sur des comptes au nom de particuliers à Marseille, puis transférés à Toulon, et finalement arrivant sur un compte à Dubaï. Le flux était stratifié, comme une rivière aux multiples bras, difficile à suivre. Mais petit à petit, le fil emmêlé commença à se dénouer. À l'extérieur de la salle de réunion, l'atmosphère de Paris semblait normale. Les véhicules circulaient, les gens se dépêchaient d'aller au bureau. Le ciel était d'un bleu éclatant. Mais derrière toute cette agitation, une mission d'envergure était en train de se tisser. Une mission pour sauver des vies des griffes de la traite des êtres humains. Fournier s'assit un instant sur une chaise dans le coin de la pièce. Il ferma les yeux un moment, se souvenant des jeunes visages gisant rigides sur le quai de la Joliette. Ce souvenir était un feu qui brûlait dans sa poitrine. Il se promit qu'une telle tragédie ne devait pas se reproduire. Quelques heures plus tard, le rapport initial de l'équipe de cybercriminalité fut terminé. Ils avaient trouvé un certain nombre de comptes de médias sociaux qui proposaient activement des emplois similaires. Tous menaient à un nom d'utilisateur qui apparaissait constamment dans les annonces. Un compte sous le pseudonyme Étoile Royale 88. De là, ils trouvèrent un numéro de téléphone. Le même que celui qu'Alain avait mentionné. Fournier se releva. Sa voix était ferme. C'est notre porte d'entrée. À partir de ce compte, nous pouvons tirer le fil jusqu'à quiconque se trouve derrière. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas trouvés. Ce jour-là, l'enquête officielle commença. L'affaire du port de la Joliette n'était plus une nouvelle locale. Elle était devenue une opération majeure à l'échelle nationale. D'un vieux bateau transportant 49 cadavres, s'ouvrait maintenant la voie vers un réseau obscur plus large, transnational et plein de dangers. Fournier savait que le chemin à parcourir serait long, qu'il y aurait des obstacles, qu'il y aurait des gens qui tenteraient de les faire taire. Mais il savait aussi une chose. Tant qu'il y aurait des familles en pleurs attendant des nouvelles, tant qu'il y aurait des rêves de jeunesse brisés aux mains de syndicats, il ne devait pas s'arrêter. Cette nuit-là, il se tenait sur le balcon du bâtiment de la DCPJ, regardant Paris qui scintillait. Dans son cœur, il murmura « C'est une guerre que je dois gagner ». Le témoignage de Julien Moreau. Quelques jours après la grande réunion à Paris, une nouvelle surprenante arriva de Marseille. Un jeune homme maigre, au visage pâle et à la démarche chancelante, entra dans le commissariat local. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux vides, ses cheveux en désordre. Il semblait épuisé, comme s'il venait de s'échapper d'un long cauchemar. L'agent qui l'accueillit pensa d'abord qu'il s'agissait d'un sans-abri. Mais dès que le jeune homme prononça son nom, tout le monde dans la pièce se tut. « Je m'appelle Julien Moreau », dit-il d'une voix tremblante. J'étais entre leurs mains. J'ai réussi à m'enfuir. La nouvelle fut immédiatement transmise à Paris. Le commandant Antoine Fournier reprit immédiatement l'avion pour Marseille. Un témoin vivant était ce qu'ils attendaient depuis le début. Les preuves numériques, les faux contrats et les déclarations d'Alain étaient déjà solides. Mais le témoignage d'une personne ayant été à l'intérieur du syndicat ouvrirait la voie plus clairement. Dans une salle spéciale sous haute surveillance, Julien était assis, accompagné de 2 enquêteurs et d'un psychologue. Son visage était fatigué, ses yeux rouges, sa voix entrecoupée. Chaque fois qu'il essayait de parler, c'était comme si chaque mot qui sortait ravivait la douleur qu'il avait subie. Il raconta le début de son voyage. Il y a quelques mois, il avait reçu une offre d'emploi d'une connaissance. On disait qu'il y avait un poste de chanteur à Dubaï. Gros salaire, nourriture et logement pris en charge. Julien, issu d'une famille modeste de la banlieue de Marseille, fut tenté. Il imaginait pouvoir aider sa mère, veuve depuis longtemps. Avec cet argent, il voulait réparer leur maison en bois qui menaçait de s'effondrer. Mais une fois arrivé à Marseille, toutes ses promesses disparurent. Au lieu d'être conduit à une entreprise officielle, Julien fut emmené dans une petite maison en périphérie de la ville. Avec des dizaines d'autres personnes, il fut enfermé. La porte était verrouillée de l'extérieur. La nuit,
ils étaient déplacés discrètement vers un petit bateau. De là, ils furent transportés vers Istanbul puis emmenés à Dubaï. La voix de Julien tremblait lorsqu'il décrivit le bâtiment où ils étaient détenus à Dubaï. Un vieil entrepôt avec des fenêtres scellées, une clôture en fil de fer barbelé tout autour, et une porte en fer toujours verrouillée. À l'intérieur, des dizaines de personnes étaient entassées dans des pièces étroites. Ils étaient forcés de s'asseoir pendant des heures devant des ordinateurs et des téléphones pour commettre des fraudes en ligne. S'ils refusaient, ils étaient battus. S'ils tombaient malades, ils ne recevaient pas de médicaments. Ses larmes coulèrent lorsqu'il mentionna le nom d'un compagnon de chambre. J'ai vu Denis avoir une forte fièvre pendant des jours. Nous avons supplié pour avoir des médicaments, mais ils n'ont fait que rire. Jusqu'à ce qu'un matin, Denis ne se réveille plus. Son corps a été traîné dehors et je ne l'ai plus jamais revu. La salle d'interrogatoire devint silencieuse. Plusieurs enquêteurs baissèrent la tête, retenant leur émotion. Le commandant Fournier serra le poing sous la table. La colère montait en lui. Mais il garda sa voix calme. « Julien, comment avez-vous réussi à sortir de là ?» Julien prit une profonde inspiration. Une nuit, plusieurs gardes étaient ivres. Ils se sont endormis au poste de garde avant. J'ai vu une petite ouverture dans la clôture en fil de fer à l'arrière. Avec toutes mes forces, j'ai rampé à l'extérieur. Mes mains étaient blessées, mes jambes saignaient. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai couru dans les buissons, je me suis caché jusqu'à l'aube. Puis j'ai embarqué sur un bateau de pêcheurs qui m'a ramené à Marseille. De la veste usée qu'il portait, Julien sortit un morceau de papier froissé. Le papier était couvert de gribouillis au crayon, faible et grossier. J'ai dessiné ça de mémoire, dit-il. Sur le papier était dessiné un plan simple. Il y avait la chambre étroite, le poste de garde, le portail, et même un vieil atelier à proximité. Il ne se souvenait pas de tout clairement, mais c'était suffisant pour donner une direction. Plus surprenant encore, en haut du papier, Julien avait écrit 2 noms. J'entendais souvent les gardes les mentionner, expliqua-t-il. Le premier, Antoine Costa. On disait que c'était un Français, grand, mince, aux yeux froids. On lui ordonnait souvent de nous surveiller. Le second, Karim Al-Jamil. Tout le monde l'appelait le grand patron. Je ne l'ai jamais vu directement, j'ai seulement entendu sa voix. Mais chaque fois que son nom était mentionné, tout le monde avait peur. Ces informations firent l'effet d'une bombe dans la salle. Les enquêteurs échangèrent des regards. Les noms d'Antoine et Karim n'étaient plus de simples rumeurs, mais un témoignage d'un témoin vivant. Fournier regarda la carte grossière posée sur la table. Ses yeux se plissèrent, sa mâchoire se serra. Ce n'est pas seulement une histoire. Nous avons un témoin vivant, nous avons une direction. Mais plus que cela, Julien ajouta d'une voix faible, il y a encore beaucoup de gens là-bas, commandant. Ils attendent. Si vous êtes en retard, ils subiront le même sort que Denis. Sa voix se brisa, son corps trembla, les larmes coulèrent à nouveau. Le commandant Fournier le regarda longuement. Dans son cœur, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de démanteler un réseau, il s'agissait de sauver les vies qui étaient encore piégées. Cette nuit-là, une nouvelle détermination s'ancra. Cette enquête ne devait pas s'arrêter aux preuves, elle devait devenir une mission de sauvetage. L'opération d'infiltration commence. Cette nuit-là, la salle de réunion du commissariat de Marseille était pesante. Une grande carte était étalée sur la table. Elle montrait les routes maritimes du port de la Joliette vers Istanbul et Dubaï. À côté, il y avait le croquis fait main de Julien Moreau, montrant le plan de l'entrepôt où il était détenu. Tous les enquêteurs regardaient sérieusement. Le commandant Antoine Fournier se tenait à l'avant. Ses mains étaient posées sur la table. Il dit fermement, « Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre des preuves supplémentaires. Chaque heure, il y a la possibilité que de nouvelles victimes tombent entre leurs mains. Nous avons besoin d'une porte d'entrée dans le réseau. » Tous les yeux se tournèrent vers un nom, Fabien Roussel, un recruteur local à Marseille dont le numéro était apparu dans les annonces en ligne et que Julien avait mentionné avoir entendu dans le centre de détention. Le problème, c'est que Fabien était connu pour être insaisissable. Il rencontrait rarement les victimes directement. Habituellement, il ne contactait que par téléphone ou message court. L'approcher nécessitait une méthode spéciale. Un jeune enquêteur leva la main. « Nous avons besoin d'un appât. Quelqu'un qui peut se faire passer pour un candidat à l'emploi. » La pièce fut silencieuse un instant. Puis une jeune femme se leva. Ses cheveux étaient attachés simplement, son visage calme, son regard déterminé. C'était Sophie Durand,
membre d'une unité spéciale expérimentée dans les opérations d'infiltration. Je suis volontaire, dit-elle doucement. Mais c'est clair, je peux jouer la fille de la campagne qui cherche du travail. Quelqu'un comme Fabien croira rapidement quelqu'un qui a l'air innocent. Fournier la regarda quelques secondes. Tu es consciente des risques, Sophie. Chaque mot qui sortira de ta bouche pourrait être un piège. Si tu te relâches ne serait-ce qu'un instant, ta vie est en danger. Sophie hocha la tête avec assurance, je suis prête. Cette nuit-là, les préparatifs commencèrent. Une fausse identité fut préparée avec soin. Nom, adresse, jusqu'à l'histoire personnelle, tout fut créé pour paraître réel. Sophie s'entraîna à parler avec un accent de province, à baisser la tête pour paraître timide et à faire semblant d'être nerveuse chaque fois qu'elle parlait. Ses cheveux étaient tressés lâchement, ses vêtements simples, un t-shirt usé, un pantalon long et des sandales. Son apparence changea complètement pour devenir celle d'une fille de la campagne naïve. Le numéro de Fabien, qui était déjà sous surveillance par l'équipe, fut ensuite contacté. Sophie alluma son téléphone, la main légèrement tremblante. Bien que son cœur soit resté ferme. L'appel grésilla. Puis une voix grave se fit entendre à l'autre bout. « Allô, c'est Fabien. Tu veux travailler à Dubaï ?» Sophie prit une profonde inspiration, puis répondit d'une voix innocente. « Oui, monsieur. J'ai entendu dire que c'était facile de travailler là-bas. Je pourrais envoyer de l'argent à mes parents. » dit-elle d'un ton naïf. Fabien rit doucement. « C'est vrai, petite. Si tu me suis, ta vie va changer. Beaucoup ont déjà réussi. Mais j'ai besoin de savoir si tu es sérieuse ou non. » Sophie fit semblant d'hésiter un instant puis répondit « Je suis très sérieuse, monsieur. Je peux chanter, même si j'ai une voix de campagnarde, tant que c'est un travail honnête. » Ces mots semblaient convaincants. Fabien resta silencieux un moment à l'autre bout du fil, puis reprit la parole d'un ton plus amical. « Tu viens d'où ?» Sophie répondit fermement. « De Lille, monsieur. » Conformément à la fausse identité qu'elle avait mémorisée. Silence un instant. Puis Fabien dit « Bien. Demain après-midi, on se rencontre. Il y a un petit café sur la rue de la République. Tu viens seul ? N'amène personne. » La conversation fut enregistrée intégralement par l'équipe d'enquêteurs qui écoutait depuis la salle de contrôle. Dès que l'appel se termina, Fournier dit simplement « Il a mordu. » Préparer une surveillance complète. Rencontre au café. Le lendemain, le ciel de Marseille était couvert. Cet après-midi-là, Sophie était assise dans un simple café au coin de la rue de la République. Ses mains étaient moites. Bien que son visage affiche toujours un sourire timide. Dehors, l'équipe de surveillance était déjà déployée. Certains se faisaient passer pour des voituriers. D'autres étaient assis dans le café d'Axe en grave côté. D'autres encore prétendaient être des vendeurs de rue. Tous les yeux surveillaient un seul point, Sophie. Peu de temps après, un homme entra. Taille moyenne, cheveux soigneusement coiffés avec de la gomina. Moustache fine, sourire amical, mais ses yeux étaient perçants, calculateurs. Il se dirigea directement vers la table où Sophie était assise. « C'est toi, Sophie ?» demanda-t-il brièvement. « Oui, monsieur », répondit Sophie doucement. Fabien s'assit, la regardant de la tête aux pieds, comme s'il évaluait une marchandise. Il commença alors à parler, non pas avec des promesses exagérées, mais avec une histoire rusée. « Tu connais Rina ? Une fille du Nord aussi. Il y a 3 mois, elle m'a suivi. Maintenant, chaque mois, elle peut envoyer des milliers à sa famille. Tu veux être comme ça ?» Sophie baissa la tête, feignant l'admiration. « Si c'est vraiment comme ça, je veux bien, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire ?» Fabien sourit. « Facile. Tu me donnes une photocopie de ta carte d'identité. Ce soir, tu viens avec moi. Il y a d'autres candidats aussi à la maison. Demain ou après-demain, tu pourras déjà travailler. » Chaque mot était enregistré par le micro minuscule dans le col de Sophie. Dans la salle de contrôle, Fournier serra le poing. C'est la preuve que nous attendions. Mais il savait aussi que le jeu ne faisait que commencer. Fabien avait confiance, mais la prochaine étape était plus dangereuse. Avant de quitter le café, Fabien tapa un court message sur son téléphone. Sophie put y jeter un coup d'œil rapide. Juste une phrase, « Nouvelle candidate prête pour ce soir ». Le message fut envoyé à un numéro inconnu. Fournier, qui surveillait, donna immédiatement l'ordre. « Suivez-le. Ne le perdez pas. » Cet après-midi-là,
l'opération commença officiellement. Sophie était entrée dans le cercle et Fabien Roussel devenait la porte vers le réseau plus large. Tout le monde était conscient que n'importe quoi pouvait arriver cette nuit-là. Descente dans la pension. Cet après-midi-là, après avoir quitté le café, Fabien Roussel marchait tranquillement le long du trottoir de la rue de la République. Son visage était calme, son pas assuré. Comme s'il ne réalisait pas que des dizaines d'yeux le suivaient. Dans sa main, son petit téléphone ne le quittait jamais. Ses doigts étaient occupés à taper des messages. Au loin, 2 agents en civil le suivaient à bonne distance. Une voiture banalisée se déplaçait lentement de l'autre côté de la rue, suivant chaque virage. Toutes les conversations étaient connectées à la salle de contrôle dirigée directement par le commandant Antoine Fournier. Sa voix résonnait fermement dans les oreillettes des agents. La cible se déplace vers l'ouest. Toutes les unités gardent leur distance. Ne le rendez pas suspect. Fabien s'engagea dans une ruelle étroite menant à une vieille pension de famille. La peinture des murs était écaillée, la porte en bois grinçait. Il ouvrit la porte sans hésiter, entrant dans le couloir sombre à l'intérieur. De derrière une fenêtre, un agent de surveillance rapporta. La cible est entrée dans une chambre au fond du couloir. Il y a 2 personnes supplémentaires. Fournier donna un ordre bref. Attendez qu'il y ait de l'activité. N'intervenez pas encore. Quelques minutes plus tard, des voix étouffées se firent entendre de l'intérieur de la chambre. Les documents sont prêts. Ce soir, le bateau part. La nouvelle candidate est là. Ces mots suffirent à faire frémir le sang des enquêteurs. Fournier leva la main. Exécution. La porte fut violemment frappée. Police. Ne bougez pas. Le chaos éclata instantanément. Fabien sursauta de surprise. Il tenta d'attraper l'ordinateur portable sur la table, essayant de le fermer, puis le laissa tomber au sol. Un de ses hommes de main sortit un couteau, tandis que l'autre tentait de saisir un sac contenant des documents. Mais les agents agirent rapidement. 2 agents se jetèrent sur l'homme au couteau. Un autre réussit à arracher le sac des mains de l'homme de Fabien. Fabien lui-même tenta de courir vers la fenêtre pour sauter. Mais une main puissante attrapa le col de sa chemise, le projetant contre le mur. Les menottes se refermèrent immédiatement à ses poignets. En quelques secondes, la chambre étroite de la pension devint une scène de contrôle total. 3 hommes gisaient sur le sol, les mains liées. La fouille commença immédiatement. Les résultats firent taire tout le monde un instant. Sous le matelas, on trouva 3 ordinateurs portables. L'écran de l'un d'eux était encore allumé, affichant un email qui venait d'être tapé. Le sujet, envoi de ce soir. Sur la table, des dizaines de cartes SIM étaient éparpillées. Certaines étaient encore sous scellés. Il y avait aussi 2 téléphones avec des centaines de contacts enregistrés. La plupart n'étaient que des noms courts accompagnés de codes numériques. Dans l'armoire, les agents trouvèrent des enveloppes contenant de l'argent liquide en euros et en dirhams émiratis. Le sac noir qui avait été disputé contenait en fait des relevés de transactions, des noms, des montants d'argent, ainsi que des notes « payées » ou « en attente du bateau » écrites soigneusement. Une trace financière qui ne pouvait être contestée. Un analyste informatique qui faisait partie de l'équipe ouvrit précipitamment l'ordinateur portable encore allumé. « Commandant, il y a un email qui a été envoyé il y a quelques minutes, adressé à l'étranger. D'ici, c'est écrit vers Dubaï et le Qatar. L'expéditeur est Fabien, le destinataire est un compte au nom de Manon Vasseur. » Ce nom fit immédiatement plisser les yeux de Fournier. Il répéta lentement, « Manon Vasseur. Qui est-ce » Dans la salle d'interrogatoire temporaire, Fabien était assis, les mains menottées. Son visage était dur, ses lèvres affichaient un sourire narquois. « Vous pensez avoir gagné » dit-il d'un ton provocateur. « Je ne suis qu'un petit intermédiaire. Sans moi, le bateau partira quand même. » L'enquêteur posa les preuves devant lui. L'ordinateur portable, les cartes SIM, les relevés d'argent. Fabien ne fit que rire brièvement. Tout ça ne veut rien dire. Demain, quelqu'un d'autre continuera. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Mais ses yeux clignèrent nerveusement lorsque l'enquêteur mentionna le nom de Manon Vasseur. Qui est-ce ? Fabien ne répondit pas. Il détourna le regard. Son sourire s'effaça lentement. Fournier, qui observait derrière la vitre sans teint, soupira longuement. Il savait que Fabien ne parlerait peut-être pas maintenant. Mais l'email trouvé était suffisant. Le nom de Manon Vasseur était une nouvelle porte qui devait être ouverte. Cette nuit-là,
la vieille pension de la ruelle de Marseille devint le témoin de la chute d'un recruteur. De l'extérieur, le bâtiment semblait toujours délabré. Mais à l'intérieur, l'équipe avait trouvé la clé menant au cercle plus large. La trace numérique, les relevés de transactions et le nom de Manon Vasseur devenaient maintenant le nouveau centre de l'enquête. Fournier se tenait devant la porte de la pension, regardant la rue sombre et silencieuse. Le vent de la nuit apportait une odeur d'humidité des égouts. Il serra le poing et dit à voix basse. « Une porte est ouverte. Maintenant, nous devons trouver qui est vraiment Manon Vasseur. » Manon Vasseur révélée. Ce matin-là, le marché de Noailles, à Marseille, semblait comme d'habitude. Les vendeurs de légumes criaient pour offrir leurs marchandises. L'odeur des épices se mélangeait au parfum des fritures chaudes et les mères de famille négociaient les prix. Au milieu de cette agitation, une femme d'une quarantaine d'années était assise à un petit étal vendant des vêtements. Son sourire était amical, ses vêtements simples, ses mains agiles, pliant des vêtements bon marché à offrir aux acheteurs. Son nom était Manon Vasseur. Pour les autres commerçants, Manon n'était qu'une femme ordinaire. Sa vie était simple. Chaque matin, elle arrivait avec un grand panier rempli de vêtements, puis repartait en fin d'après-midi. Rien de suspect. Mais dans la salle de réunion du commissariat de Marseille, la photo de Manon était affichée en grand sur l'écran. Un analyste financier montra un graphique à l'écran. Officiellement, Manon est enregistrée comme petite commerçante. Cependant, les flux financiers sur son compte ne sont pas normaux. Il y a des transferts de centaines de milliers d'euros chaque mois. La source provient principalement de Dubaï et du Qatar. Ce montant est clairement trop important pour une vendeuse de marché. Le commandant Antoine Fournier regarda longuement la photo de Manon. De l'extérieur, elle semblait ordinaire, voire simple. Mais les relevés financiers ne mentaient jamais. Cette femme était un lien important entre Marseille et Dubaï. L'équipe élabora immédiatement une stratégie. Manon était connue pour être prudente. Elle utilisait rarement le même numéro de téléphone plus d'une semaine. Parfois, elle logeait chez des parents, parfois dans une arrière-boutique, toujours accompagnée d'un ou deux jeunes hommes qui lui étaient fidèles. La surveiller n'était pas une mince affaire. Quelques jours plus tard, des agents d'infiltration commencèrent à se déployer au marché de Noailles. Certains prétendaient être des acheteurs de tissus. D'autres jouaient le rôle de poissonniers. D'autres encore étaient assis dans un café près de son étal. De loin, ils observaient chaque mouvement de Manon. Ce matin-là, Manon semblait comme d'habitude. Elle souriait amicalement aux acheteurs, pliait les vêtements avec patience, et avait même aidé un petit enfant qui avait fait tomber sa pièce de monnaie. À première vue, elle était vraiment une commerçante de marché ordinaire. Cependant, lorsque son téléphone sonna, un changement fut immédiatement visible. Son sourire disparut, son pas s'accéléra. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours. Elle quitta son étal, s'engageant dans une petite ruelle reliant le marché à une rangée de vieux entrepôts. Un agent la suivit de loin. Il rapporta par sa petite radio. La cible se déplace en direction de la rue d'Aubagne. Manon entra dans un vieil entrepôt dont la peinture des murs s'écaillait. La lumière à l'intérieur s'alluma brièvement, puis s'éteignit à nouveau. De l'extérieur, aucune activité notable. Mais les relevés de surveillance montraient un schéma suspect. Chaque fois que Manon entrait dans cet entrepôt, la nuit, une voiture de location s'arrêtait toujours devant. 2 ou 3 jeunes hommes descendaient, portant de petits sacs. Manon se tenait à la porte, donnant de brèves instructions, puis la voiture filait vers un petit port. De là, la trace se perdait toujours en mer. Ce schéma se répéta plusieurs fois pendant plus d'une semaine de surveillance. Tous les enregistrements photos et vidéos furent collectés. Lentement, les preuves s'accumulèrent. Manon n'était pas seulement une vendeuse de vêtements. Elle était l'intermédiaire qui faisait le pont entre les victimes de Marseille et Dubaï. Cette nuit-là, au poste de surveillance secret, Fournier était assis, regardant l'écran de contrôle. L'image floue de la caméra à distance montrait Manon debout devant l'entrepôt, son téléphone collé à l'oreille. Son visage semblait calme, mais ses yeux étaient vifs. Quelques minutes plus tard, un homme étranger s'approcha, portant une grande mallette noire. Manon la prit rapidement, puis rentra sans un mot. Fournier soupira longuement. Il savait que le moment approchait. Cette femme n'était pas une commerçante de marché ordinaire. Cette mallette noire contenait peut-être un grand secret. « Demain, nous agissons », dit-il fermement à l'équipe. « Si Manon tombe, la route vers Dubaï sera ouverte. » Cette nuit-là, le vent du fleuve apportait une odeur d'humidité. Les lampadaires clignotaient faiblement.
Marseille semblait silencieuse, comme dans l'attente d'un événement majeur. Derrière sa simplicité, le marché de Noailles cachait un sombre secret qui allait bientôt être révélé. Interrogatoire de Manon. Cette nuit-là, l'opération sur la rue d'Aubagne se termina dans la tension. Le vieil entrepôt qui avait été observé pendant tout ce temps fut finalement perquisitionné. Les cris de la police se mêlèrent au bruit du verre brisé, tandis que les habitants du quartier se rassemblaient à distance. Manon Vasseur fut sortie, les mains menottées. Son visage restait froid, elle esquissa même un léger sourire, comme pour montrer qu'elle n'avait pas peur. À l'intérieur de l'entrepôt, la mallette noire qu'elle avait tenue fut sécurisée. Son contenu fit taire tous les agents. Il n'y avait pas de vêtements comme ceux qu'elle vendait au marché, mais des piles de documents avec des codes numériques, des horaires de bateaux avec des croix rouges, des cartes de route maritime vers Dubaï, et un petit téléphone contenant une liste de contacts étrangers. Parmi ces numéros, 2 noms apparaissaient clairement, Antoine et Karim. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Marseille, l'atmosphère était plus froide que d'habitude. La lumière au néon clignotait faiblement, éclairant le visage de Manon assise, les mains liées. Un léger sourire était toujours accroché à ses lèvres. « Vous pensez avoir arrêté quelque chose » dit-elle doucement. « Je ne suis qu'une commerçante. Demain, quelqu'un d'autre continuera. » Le commandant Fournier entra dans la pièce d'un pas calme. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de poser les photos de la perquisition sur la table. Manon portant la mallette. Manon debout devant l'entrepôt. Manon recevant la marchandise de l'homme étranger. Vous voulez toujours dire que c'est une coïncidence ? Pour la première fois, le sourire de Manon vacilla. Mais elle se reprit rapidement, levant le menton avec un regard perçant. Ce n'est pas à moi. On me l'a juste confié. Fournier ne réagit pas. Il posa le petit téléphone saisi dans la mallette. L'écran s'alluma, affichant la liste de contacts. 2 noms étaient clairement lisibles. Antoine et Karim. À cet instant précis, l'expression de Manon changea. Elle devint agitée. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous jouez avec le feu si vous continuez, » dit-elle, essayant de masquer son agitation par un petit rire. « Ces gens-là ont le bras long. Il y a des officiels qui mangent avec eux. Ne croyez pas que vous pouvez faire n'importe quoi. » Cette remarque devint une ouverture. Fournier la regarda fixement. « Donc, vous savez vraiment qui ils sont » dit-il d'un ton neutre. Manon resta silencieuse un long moment, baissa la tête puis soupira lourdement. Sa voix était faible lorsqu'elle parla enfin, Antoine. Antoine Costa. Un Français. Grand, mince, les yeux froids. Toutes les routes de bateau, tout l'argent passe par lui. La pièce était silencieuse. Le stylo de l'enquêteur se déplaçait rapidement, notant chaque mot. Fournier attendait toujours. Son visage ne bougeait pas, seul son regard exerçait une pression. Manon se mordit la lèvre puis continua. Mais Antoine n'est pas le plus haut placé. Il y en a un autre. Karim Al-Jamil, un Émirati. Tout le monde l'appelle le grand patron. S'il parle, des gens comme moi ne peuvent qu'obéir. Ces mots tombèrent lourdement dans la pièce. Le nom de Karim, qui n'était apparu que vaguement dans les murmures de Julien, sortait maintenant directement de la bouche de l'intermédiaire principal. Les preuves et l'aveu liaient le fil rouge qui était resté flou jusqu'à présent. Manon s'appuya contre la chaise. Sa respiration était lourde. Je n'avais pas le choix. Si je refusais, c'était ma famille qui devenait la victime. Vous pouvez m'arrêter. Mais ne croyez pas que vous pouvez toucher à Dubaï. C'est leur terrain de jeu. Son regard était froid. Un léger sourire réapparut. Comme si elle gardait encore quelque chose que la police ne savait pas. Fournier se leva lentement. Il savait que Manon cachait probablement encore beaucoup de choses. Mais ces 2 noms étaient suffisants pour passer à l'étape suivante. Antoine Costa à Dubaï et Karim Al-Jamil, le grand patron. Cette nuit-là, un rapport urgent fut envoyé à Paris. La voix de Fournier au téléphone était ferme, bien que fatiguée. Nous devons nous coordonner avec les autorités émiraties. Nos cibles sont à Dubaï et le temps presse. Dehors, une pluie torrentielle s'abattait sur Marseille. L'eau coulait à flots dans les caniveaux. Le bruit du tonnerre résonnait. Comme si le ciel lui-même signalait qu'une grande tempête venait de commencer. Attaque de l'entrepôt à Dubaï. Quelques jours après les aveux de Manon Vasseur, une petite délégation de la police nationale s'envola pour Dubaï. À l'aéroport, leurs visages étaient tendus. Pas d'uniforme voyant, seulement des vêtements civils pour ne pas attirer l'attention.
Parmi eux se trouvait le commandant Antoine Fournier, transportant un épais dossier rempli de preuves et de photos de Marseille. Au quartier général de la police de Dubaï, une réunion à huis clos fut organisée. La salle était remplie de cartes, de photos satellites et de dossiers de renseignement. Le colonel Rachid Al-Maktoum les accueillit avec un regard dur. Cet homme d'une 50aine d'années était charismatique, mais son regard portait la marque d'une vieille rancune. « Karim Al-Jamil n'est pas un nom nouveau pour nous », dit-il d'une voix lourde. « Cela fait des années que nous le pourchassons. Il s'en sort toujours parce qu'il y a des mains qui le protègent. Il y a 5 ans, 2 de mes hommes sont morts en essayant de prendre d'assaut sa propriété. Cette fois, je n'échouerai pas. » Ces mots firent taire la salle. Fournier regarda Rachid, sentant la même détermination. D'après le rapport conjoint, il était clair qu'Antoine Costa gérait les routes et les faux documents. Tandis que Karim Al-Jamil était le grand cerveau, avec son quartier général dans une villa luxueuse en périphérie de Dubaï. Mais avant d'y arriver, il y avait un point crucial à attaquer en premier. Un entrepôt près d'un port secondaire. Cet entrepôt est le cœur de l'opération, expliqua Rachid en pointant la carte. C'est là que les victimes sont détenues avant d'être envoyées par la mer. Si nous réussissons à le prendre d'assaut, nous ne sauverons pas seulement les victimes, mais nous couperons aussi la voie principale de Siaril. Fournier hocha la tête. Mais nous devons nous assurer que cette opération ne fuite pas. Si Karim sent notre mouvement, leurs vies à l'intérieur seront en jeu. La discussion fut longue. Le plan fut élaboré en détail, depuis la voie d'entrée, la position des troupes jusqu'aux moyens de communication. Ils convinrent que l'opération serait menée par surprise, sans sirène, sans signes officiels. Toutes les conversations se feraient uniquement par radio cryptée. Rachid ajouta d'une voix lourde, « Nous avons préparé une équipe maritime. Ils veilleront à ce qu'aucun bateau ne sorte pendant l'opération. Si Karim tente de fuir par la mer, il sera piégé. » Cette nuit-là, l'ambiance du briefing était différente d'une opération habituelle. Ce n'était pas seulement une tâche, c'était un enjeu entre nations. Chacun était conscient qu'une petite erreur pouvait tout anéantir. Avant de se disperser, Fournier se leva, regardant tous les membres. « Souvenez-vous, la priorité absolue est de sauver les victimes. Ne les laissez pas devenir un bouclier pour Karim. Ensuite seulement, nous verrouillerons Antoine et Karim. » Vers minuit, l'équipe se déplaça vers le point de rendez-vous. Des voitures sans phare roulaient sur les routes désertes de Dubaï. Le vent de la nuit était humide. L'air portait une odeur salée venant de la mer. De loin, le petit port semblait silencieux. Seules quelques faibles lampes à huile clignotaient sur le quai. L'équipe maritime émirati était déjà prête avec des bateaux pneumatiques. Tandis que l'équipe d'infiltration de la police nationale rejoignait les travailleurs de nuit, s'infiltrant lentement autour de l'entrepôt. Tout se déroulait en silence. Seul le bruit des petites vagues se faisait entendre. L'heure indiquait 2 heures du matin. La radio grésilla. La voix de Rachid résonna lourdement. Toutes les unités en position. Nous commençons au signal donné. De loin, l'ombre de plusieurs gardes était visible, faisant des allers-retours devant l'entrepôt. L'un d'eux s'arrêta, répondant à un appel téléphonique. Son expression devint sérieuse. Ses yeux balayèrent les alentours avec plus de vigilance. Fournier, qui observait de loin, eut un mauvais pressentiment. Ne me dites pas qu'il se doute de quelque chose. Mais le signal fut finalement donné. L'équipe d'infiltration, qui était déjà entrée en premier, coupa l'alimentation électrique de l'entrepôt. Instantanément, les lumières s'éteignirent, laissant une obscurité totale. Des cris de panique se firent entendre de l'intérieur. C'était le signe attendu. La porte en fer fut violemment frappée. « Police, ne bougez pas. » Des détonations résonnèrent. Plusieurs gardes, apparemment, s'étaient préparés. Ils tirèrent des balles de derrière des piles de caisses. Les éclats de feu des armes se reflétaient sur les murs en tôle. Une fusillade intense éclata. La fumée remplit l'air. Fournier se baissa derrière un mur, donnant des ordres. 2 agents se faufilèrent sur le côté, lançant des grenades assourdissantes. L'explosion de lumière blanche aveugla l'ennemi un instant. En quelques secondes, la résistance fut maîtrisée. Plusieurs gardes s'effondrèrent, d'autres se rendirent, les mains levées. La porte de la grande salle fut enfin ouverte. Une odeur de renfermé et de sueur humaine s'échappa. Des dizaines de personnes étaient recroquevillées sur le sol. Corps maigres, visage pâle, yeux remplis de peur. Certains se mirent immédiatement à pleurer en voyant les uniformes de police. D'autres rampèrent vers eux,
suppliant d'une voix rauque. S'il vous plaît, ne les laissez pas nous emmener à nouveau. L'équipe médicale qui avait été préparée entra immédiatement. Ils apportèrent de l'eau potable, des couvertures fines et des médicaments d'urgence. Certaines victimes étaient trop faibles pour marcher. Elles durent être transportées une par une. Des pleurs de soulagement remplirent la pièce. Fournier se tenait à la porte, les yeux humides. Dans son cœur, il se souvenait des 49 femmes qui n'avaient pas pu être sauvées à Marseille. Cette nuit, au moins, des vies pouvaient être sauvées. Cependant, l'opération n'était pas terminée. Du couloir arrière, un bruit se fit entendre. Un homme de grande taille courait à toutes jambes, tentant de s'enfuir. À son visage, Fournier reconnut Antoine Costa. L'assaut de la villa de Karim. Le couloir arrière du vieil entrepôt était étroit et sombre. Les lumières de secours clignotaient, éclairant l'ombre d'un homme de grande taille qui courait à toutes jambes. Sa respiration était haletante, la sueur coulait de ses tempes. C'était Antoine Costa, l'homme dont les noms avaient été mentionnés par Julien et Manon. Le commandant Fournier donna un ordre bref, attrapez le vivant. Plusieurs agents le poursuivirent agilement. Antoine tenta de se faufiler parmi les victimes qui venaient d'être évacuées, faisant semblant d'être paniqué comme l'un d'entre eux. Mais son regard était rempli de peur. Contrairement aux victimes. Un agent réussit à lui donner un coup de pied dans les jambes, faisant trébucher Antoine au sol. Il se débattit, tentant de se relever, mais 2 autres agents le plaquèrent immédiatement au sol. Les menottes se refermèrent à ses poignets. Le visage d'Antoine était rouge de colère, ses yeux sauvages. « Vous pensez pouvoir m'attraper comme ça » cria-t-il. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Fournier s'avança lentement, le regardant fixement. Sa voix était calme mais pleine de pression. « Nous en savons suffisamment. Vous êtes Antoine Costa, l'organisateur des routes de bateaux, l'intermédiaire financier, l'homme de confiance de Karim Al-Jamil. C'est bien ça » Antoine resta silencieux un instant, puis afficha un sourire cynique. « Si vous savez déjà, à quoi bon parler ?» Fournier se pencha, presque en murmurant. « Parce que plus vous vous taisez, plus vite les autres parleront pour vous. Le choix vous appartient, Antoine. » Le visage d'Antoine changea. Il déglutit puis rit amèrement. « D'accord. C'est vrai, je ne suis qu'un subalterne. Toutes les routes, tout l'argent, tous les bateaux sont sous le contrôle de Karim. C'est lui qui décide qui vit, qui meurt. Je ne fais qu'exécuter les ordres. » Ces mots firent taire la salle. L'aveu sortait directement de sa bouche. Le nom de Karim Al-Jamil n'était plus une rumeur, mais une réalité prononcée par son bras droit. Au même moment, l'équipe informatique qui fouillait la salle de contrôle à l'étage supérieur trouva quelque chose. Un ordinateur était encore allumé. Sur l'écran, un message venait d'être envoyé. Fournier est appâté. L'écriture était simple mais percutante. Si vous osez, venez dans ma villa. Je suis prêt à vous accueillir. Signé Dunca. Fournier regarda longuement cet écran. Sa mâchoire se serra. Sa poitrine était secouée. Karim savait non seulement qu'il venait, mais il les défiait ouvertement. À l'extérieur de l'entrepôt, les victimes avaient été évacuées vers les ambulances. Les pleurs et les prières se mélangeaient au son des sirènes qui hurlaient doucement. Mais pour Fournier, la tâche n'était pas terminée. Cette nuit-là, il se tenait devant l'entrepôt maintenant criblé de balles, regardant vers la colline au loin. C'est là que se dressait la luxueuse villa de Karim. L'endroit où leur plus grand adversaire les attendait avec toute son arrogance. Le colonel Rachid s'approcha, lui tapotant l'épaule. « Ce soir, nous avons gagné, » dit-il d'une voix lourde. « Mais demain, le vrai combat commence. » Fournier hocha lentement la tête. Il le savait très bien. Ce qui les attendait n'était pas une simple perquisition. Ce serait une guerre ouverte. Karim avait déjà préparé la scène. Le procès et la conclusion. L'aube n'était pas encore levée lorsque des voitures banalisées roulèrent lentement vers la périphérie de Dubaï. Les routes étaient désertes, seul le bruit des insectes nocturnes se faisait entendre. À l'intérieur d'un des véhicules, le commandant Fournier était assis en silence, le regard vide. Il repensait au message provocateur trouvé sur l'ordinateur de l'entrepôt. « Si vous osez, venez dans ma villa. Je suis prêt à vous accueillir. » La villa se dressait magnifiquement au sommet d'une colline, face à la mer. De loin, le bâtiment ressemblait plus à une forteresse. Une haute clôture recouverte de fils de fer barbelés. Des projecteurs tournaient lentement,
et des caméras de vidéosurveillance étaient fixées à chaque coin. Plusieurs chiens de garde faisaient des allers-retours dans la cour. Leurs aboiements brisaient parfois le silence. Au QG de la police de Dubaï, une brève réunion eut lieu avant le début de l'opération. Le colonel Rachid regardait la carte satellite, la mâchoire serrée. Il y a 5 ans, j'ai failli attraper Karim. Mais 2 de mes hommes sont morts, abattus depuis l'intérieur de cette villa. Ce soir, je tiendrai ma promesse. Fournier le regarda. Cette fois, nous sommes ensemble. Il ne s'échappera plus. Le plan fut divisé en 2 axes. L'équipe principale s'approcherait par le portail avant avec des véhicules tactiques pour attirer l'attention. La deuxième équipe, dirigée by Fournier, s'infiltrerait par le côté haie, escaladant une falaise étroite dans l'obscurité. La clôture électrique devait être coupée avec précaution. La moindre erreur pouvait déclencher l'alarme. Cette nuit-là, le vent de la mer soufflait fort, apportant une odeur salée. L'équipe se déplaçait en silence. Les vêtements noirs se fondaient dans l'ombre. Chaque pas sur la falaise était dangereux. Les rochers étaient glissants, le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers, la sueur froide perlait sur les tempes de Fournier. Malgré l'air piquant. Finalement, ils arrivèrent sous la clôture. Un technicien sortit un outil portable, le colla au câble électrique. Un sifflement se fit entendre, puis le voyant lumineux s'éteignit. « On entre » murmura le technicien. Un par un, ils se glissèrent dans la cour. Mais les aboiements des chiens éclatèrent bruyamment. L'équipe tira immédiatement des fléchettes tranquillisantes, faisant s'effondrer les animaux. Mais ce court bruit suffit à réveiller les gardes à l'intérieur. La sirene urla longuement. Les projecteurs balayèrent dans toutes les directions. Depuis un haut-parleur, une voix grave résonna à travers la nuit. C'était la voix de Karim. Bienvenue, Fournier. Bienvenue, Rachid. Vous venez de si loin, pourquoi? Pour mourir dans ma cour? Fournier se raidit. Il savait que Karim menait délibérément une guerre psychologique. Rachid serra les dents, regardant vers la villa. Ce soir, je m'assure que tu ne t'échappes pas. Soudain, la porte d'entrée de la villa s'ouvrit en grand. Une douzaine d'hommes lourdement armés sortirent en rang. Leurs mouvements étaient disciplinés. Il était clair qu'ils n'étaient pas de simples gardes, mais une armée privée entraînée. Fournier donna un ordre bref. Dispersez-vous, cherchez un abri. Les détonations d'armes éclatèrent, des éclairs de feu illuminaient la cour. Les hommes de Karim avançaient en formation serrée. La force conjointe de la police nationale et de la police de Dubaï riposta avec des tirs disciplinés. Les rochers décoratifs, les piliers de marbre et les voitures de luxe devinrent des boucliers. Rachid dirigeait depuis le côté droit. Sa voix était forte. Repoussez-les à l'intérieur. Ne les laissez pas tenir la cour. Lentement, l'ennemi fut repoussé vers la porte de la villa. Mais soudain, le sol devant eux trembla. Une petite explosion secoua le sol, une fumée noire s'éleva. 2 membres furent projetés. Heureusement, ils n'étaient que gravement blessés, pas morts. « Des mines !» cria un agent. Fournier donna un ordre rapide. L'équipe médicale évacua les blessés. Tandis que l'unité avant maintenait la pression. Des grenades assourdissantes furent lancées. Des éclairs de lumière blanche firent paniquer l'adversaire. Profitant de cette occasion, l'équipe se précipita dans les escaliers de la villa. La grande porte fut violemment enfoncée. Le bois de teck épais se brisa. L'équipe entra. Mais ce qui les accueillit ne fut qu'un étrange silence. Un long couloir avec des lumières rouges d'urgence clignotantes. Le silence était assourdissant, rompu uniquement par le clignotement régulier des gyrophares rouges et le son de leurs propres bottes sur le sol en marbre. L'équipe avançait en formation serrée, chaque agent couvrant un angle mort. La villa était un labyrinthe de luxe et de ténèbres, chaque œuvre d'art coûteuse semblant les narguer dans la lumière cramoisie. « Il doit être dans le bunker central », murmura Rachid, sa voix tendue dans la radio. En bas. Ils descendirent un escalier en colimaçon, arrivant devant une porte en titane digne d'un coffre-fort de banque. L'équipe de démolition s'avança, plaçant des charges avec une précision experte. Fournier fit signe à tout le monde de se mettre à couvert. L'explosion fut sourde, absorbée par les murs épais. Ils se précipitèrent à travers la fumée. Ce n'était pas un bunker de survie, mais un centre de commandement. Des dizaines d'écrans tapissaient les murs, retransmettant les images des caméras de la villa. Sur l'un d'eux, on voyait l'équipe elle-même, filmée par une caméra cachée dans la pièce. Et au centre,
assis dans un fauteuil en cuir noir, se tenait Karim Al-Jamil. Le grand patron. Il n'était pas paniqué. Il n'était pas armé. Il applaudit lentement, un sourire glacial sur le visage. Colonel Rachid, dit-il d'une voix suave, en arabe. 5 ans que nous n'avions pas eu le plaisir. Et vous avez amené le commandant Fournier. Je suis flatté que ma petite entreprise ait attiré une telle attention internationale. C'est fini, Karim, dit Fournier, son arme pointée fermement sur lui. Fini? Karim Rit. Commandant, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme. Je suis un concept. Vous coupez une tête, 10 autres repoussent. Vous voyez ces écrans? Ce sont mes opérations à Manille, à Lagos, à Kiev. Vous n'avez arrêté qu'un seul port. Peut-être, intervint Rachid, s'avançant. Mais nous vous avons arrêté, vous. Pour les 2 hommes que vous avez fait tuer. Pour les 49 âmes de Marseille. Pour Denis. Pour André. Le sourire de Karim vacilla une fraction de seconde au son de ces noms. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bien informé. Il jeta un œil vers un bouton rouge sur son bureau. N'y pensez même pas, dit Fournier, ayant anticipé son mouvement. Karim Al-Jamil soupira, se leva lentement, les mains en l'air. Son regard croisa celui de Fournier, empli non pas de peur, mais d'un mépris infini. Vous avez gagné la bataille, commandant. Mais la guerre est éternelle. Des menottes se refermèrent sur les poignets de l'homme qui avait traité des milliers de vies comme de la marchandise. L'opération était terminée. Le procès et la conclusion. 6 mois plus tard, le procès s'ouvrit au palais de justice de Paris. Ce fut l'affaire de la décennie, un symbole de la coopération internationale contre la traite des êtres humains. Dans le box des accusés se trouvaient Karim Al-Jamil, Antoine Costa, Manon Vasseur et Fabien Roussel. Toute la chaîne, du « grand patron » au recruteur de rue. Les témoignages de Julien Moreau et des autres survivants de l'entrepôt de Dubaï furent accablants. Les preuves numériques, les traces financières et les aveux d'Antoine Costa ne laissaient aucune place au doute. Le verdict tomba après 3 semaines de délibérations intenses. Karim Al-Jamil fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, pour meurtre, enlèvement et direction d'un réseau de traite d'êtres humains en bande organisée. Antoine Costa, son bras droit, écopa de 30 ans de réclusion. Manon Vasseur, l'intermédiaire de Marseille, fut condamné à 20 ans de prison. Fabien Roussel, le recruteur de café, à 15 ans. Quant à Alain Dubois, le vieux pêcheur du chalutier, son procès eut lieu à Marseille. Sa coopération et ses remords évidents furent pris en compte. Il fut condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour complicité involontaire et non-assistance à personne en danger. La justice avait parlé. Le réseau Étoile brillante était démantelé. 1 mois après le verdict, le commandant Antoine Fournier retourna sur le quai de la Joliette. Le soleil de l'après-midi était doux. Il s'arrêta au bord de l'eau, là où le chalutier bleu avait accosté. Une femme s'approcha de lui. C'était Cécile Laurent, la mère d'André. Elle tenait une seule fleur blanche. C'est confirmé, dit-elle doucement, sa voix brisée mais digne. C'était bien le t-shirt de mon André. Fournier resta silencieux, incapable de trouver les mots. Je suis venu vous remercier, commandant, poursuivit-elle en regardant la mer. Vous ne me le ramènerez pas. Personne ne le peut. Mais vous avez fait en sorte que sa mort, que leur mort, ait un sens. Ils ne sont plus de simples victimes. Ils sont la raison pour laquelle ces monstres sont derrière les barreaux. Elle laissa tomber la fleur dans l'eau. Elle flotta un instant avant d'être emportée par le léger courant. Fournier hocha la tête, la gorge serrée.